Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un organisme qui régit, souvent sans que nous en ayons conscience, le fonctionnement de la mer et de ses usages, l'OMI, Organisation Maritime Internationale. La normalisation des pratiques maritimes, qu'elles soient professionnelles ou de plaisance, émane d'une seule organisation, l'OMI. La France y est représentée par Madame l'ambassadrice Geneviève van Rossum. Le monde est dirigé par des normes qui permettent commerce, pratique et échange en connaissance de cause et de fonctionnement. Il en va de même pour les pratiques maritimes. Depuis les immenses porte-containers jusqu'à la plus frêle embarcation de plaisance, des normes sont édictées au niveau international. C'est l'Organisation Maritime Internationale, International Maritime Organization en anglais, qui établit ces normes avant de les rendre disponibles pour les pays membres. Le besoin de normalisation est apparu au début du XXe siècle, suite à des catastrophes majeures telles que le naufrage du Titanic en 1912, ou encore la mésaventure de 2 bateaux sur la Tamise, en Angleterre, qui, en visibilité réduite dans le smog londonien, se sont retrouvés à faire route de collision. C'est en 1948 que l'organisation a été créée, ratifiée en 1958 sous le nom d'Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale. Le siège de l'OMI est fixé à Londres. Elle dépend directement de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et se fixe comme objectif la collaboration entre les États membres dans le domaine de la réglementation maritime, l'adoption des normes de sécurité, l'encouragement à l'abandon des mesures discriminatoires en vue de mettre les ressources des services maritimes à la disposition du commerce mondial, enfin, la prévention des pollutions du milieu marin par les navires et les installations portuaires. Les 3 premiers objectifs ont été mis en place dès la création de l'organisation. Le 4e a été ajouté suite aux grandes marées noires connues dans les années 70. Elle a notamment eu pour conséquence la création, en France, du plan Polmar, gestion des pollutions maritimes accidentelles. La convention la plus connue mise en place par l'Organisation Maritime Internationale est SOLAS, Safety of Life at Sea, qui établit un ensemble de protocoles, de règles et d'équipements de sécurité en mer. Chacun des 175 États membres dispose d'un représentant, détenteur du titre d'ambassadrice ou d'ambassadeur du pays qui le nomme. L'ambassadrice de France auprès de l'OMI est Madame Geneviève van Rossum. C'est, depuis l'instauration de ce statut plénipotentiaire en 2010, la 3e femme à exercer cette fonction. La représentation française au sein de l'OMI est hébergée dans les locaux de l'ambassade de France à Londres et compte 4 permanents. Elle fait, au besoin, appel à des experts. Le financement de l'OMI repose sur 2 principaux piliers. Les contributions des États membres proportionnellement au nombre de pavillons, la France est en 25e position, le paiement des textes de normalisation par les États qui désirent les appliquer. Car c'est là une des caractéristiques de l'OMI, comme de la plupart des organismes normalisateurs, les règles édictées n'ont pas force de loi. Un pays peut décider de les appliquer ou non, la seule contrainte demeurant la réciprocité qui interdirait à un État qui n'applique pas, par exemple, une norme anti-pollution, de faire croiser des bateaux dans les eaux d'un pays qui, lui, les applique. Pour disposer des textes in extenso de ces normes, les États paient une redevance à l'organisation qui fournit, en parallèle, support et accompagnement au changement lorsqu'une nouvelle norme est édictée. Pays fondateur de l'OMI, la France dispose d'une place de choix en son sein. C'est d'une part la superficie de la ZEE, zone économique exclusive au sein de laquelle un pays dispose de l'autorité totale sur les eaux, qui la place en seconde position mondiale, 11 millions de kilomètres carrés. Ensuite, le détroit du Pas-de-Calais est l'axe maritime le plus fréquenté au monde. Avec une géographie bien particulière et des dangers très présents, ce passage nécessite une stricte observation des normes de sécurité. Enfin, avec 19 000 km de littoral, la France représente une zone de sauvetage parmi les plus importantes du monde. Paris défend des positions qui ont un impact direct sur la pratique nautique des plaisanciers. Décarbonation du domaine maritime par la promotion des propulsions propres, hydrogène, électrique, éolien, avec un objectif de 30% de réduction en 2050, réduction du bruit sous-marin pour la préservation des espèces, création d'une zone de basse émission en Méditerranée, enfin, création de zones maritimes particulièrement vulnérables en Méditerranée toujours. Évidemment, l'OMI ne fonctionne pas en vase clos. Elle se maintient à l'écoute des acteurs et utilisateurs du domaine maritime, qu'ils soient professionnels, associatifs ou encore individuels. Des canaux actifs de remontée d'informations sont en place. En France, ce sont les affaires maritimes, via la Direction centrale des affaires maritimes, qui centralise puis remonte au ministère des Affaires étrangères ou au ministère de la Transition écologique selon les cas, les dossiers d'importance. Ces dossiers sont ensuite transmis à Madame l'ambassadrice pour mise à l'ordre du jour d'une prochaine session. Plus proche de l'organisation, un grand nombre d'organisations non gouvernementales sont représentées au sein de l'OMI pour porter les paroles de leurs membres. Les fédérations d'usagers et de plaisanciers sont donc tout naturellement représentées en son sein. Cela met donc en exergue
exergue l'importance pour les plaisanciers d'adhérer aux différentes associations qui maillent le territoire. Enfin, dernière représentation, et non des moindres, les CROSS et MRCC, au titre du sauvetage en mer, participent activement aux décisions de l'OMI. C'est à cette instance, entre autres, que parviennent les RETEX, au retour d'expérience, que les opérateurs des CROSS français rédigent lors de chaque accident maritime majeur en relation avec le BEA Mer. Plus proche de nous, au niveau européen, c'est l'European Maritime Safety Agency qui tient à jour les conventions de l'OMI à disposition des États de l'Union européenne et qui travaille à transposer ces normes dans le droit européen. De par son caractère normatif, l'organisation ne peut pas travailler sur du temps réel. Elle doit établir des ordres du jour et des axes de travail qui ne répondent pas à une actualité ou à un événement en particulier, car les normes proposées doivent pouvoir se transposer à l'échelle mondiale. Aussi grave qu'il puisse être, le naufrage d'un pays sur les côtes d'un pays n'a pas d'impact immédiat ni à court terme sur les 175 autres États membres de l'OMI. Machine à faire des normes, l'OMI travaille avec un calendrier établi avec un an d'avance, sans possibilité d'urgence ou d'ajout à l'ordre du jour. Le comité se réunit 2 fois par an pour adopter par consensus, donc sans vote et après négociation, des normes qui seront ensuite mises à la disposition des États. C'est d'ailleurs une des difficultés pour l'évolution des normes. Les pays les moins-disants, notamment en matière sociale ou environnementale, sont mécaniquement les plus représentés dans l'organisation, car plus attractifs pour les armateurs. Les sous-comités chargés des dossiers plus techniques se réunissent au moins 2 fois par an. Ils remontent des propositions de normes au comité. Ils s'appuient sur les acteurs les plus proches du réel, associations d'usagers, groupements d'architectes navals, armateurs, MRCC, afin de définir ces normes. Enfin, lorsqu'une décision emporte avec elle un impact financier majeur, soit pour l'OMI, soit pour les États membres, c'est le Conseil, composé de 40 États seulement, qui se réunit. L'ensemble des documents de travail de l'OMI est mis à la disposition du public sur le site Imodoc, accessible gratuitement. Bien que l'OMI puisse sembler une grosse machine très éloignée des préoccupations des usagers individuels, les normes que propose l'organisation ont un poids énorme sur leur pratique. Ainsi, la fameuse division 240 est-elle une transposition en droit français d'une norme proposée par l'OMI. De même, les mises à jour régulières du RIPAM sont le fruit des décisions de cette organisation. Cette structure offre un large éventail de dispositions qui mettent le partage du domaine maritime entre ses nombreux usagers en sécurité et en bonne entente la plupart du temps. Les associations de plaisanciers, lorsqu'elles se réunissent en fédération, ont un rôle capital à jouer en étant présentes activement dans les couloirs londoniens, comme le sont les fédérations professionnelles. Voilà, j'espère que ce Mayday vous aura permis de comprendre et de connaître un petit peu mieux cet organe d'importance dans la vie maritime et dans nos navigations quotidiennes. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent! N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!